On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Pas évident de faire une chronique avec toi, Luc, parce qu'il y a tellement d'affaires folles qui se passent aux États-Unis que je sais pas par où commencer. Vraiment, là, je sais pas par quoi on va commencer. On commence par le juge qui s'est fait tirer en plein procès. Écoute, c'est un véritable drame parce que c'est toujours un drame, tu me diras, mais on est dans une toute petite communauté. On est au palais de justice. C'est le shérif de la ville qui est connu d'à peu près tout le monde. C'est un des juges qu'on voit le plus souvent. Ce sont deux personnages qui sont impliqués dans la communauté. Et là, ce qu'on tente d'expliquer, c'est comment se fait-il que le juge ait demandé au shérif de l'endroit d'aller dans son bureau à l'écart. Les deux hommes ont, semble-t-il, un différend et on entend un coup de feu. Le shérif a tiré le juge. Le shérif n'offre aucune résistance, se rend aux autorités. Et là, on est à essayer de faire la lumière sur cette situation-là. Et le procureur de la ville a dit, je dois me retirer de ce dossier-là. Ce sont deux amis personnels. Et j'ai épousé, si je me souviens bien, je pense il a épousé la sœur du juge ou quelque chose comme ça. Donc, il y a un lien familial très étroit. C'est un endroit où tout le monde se connaît. Les nouvelles circulent très rapidement. On est au fait des problèmes, des bons coups, mais des difficultés qu'on traverse parfois dans la vie. Et là, ça se règle comme ça à coup de feu. Et pour ce qu'on en sait, parce qu'on a appris la nouvelle hier de mémoire, mais encore aujourd'hui, on se gratte la tête. On ne sait pas comment on en est venu là et on ne sait pas ce qui a mené aux différends. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on avait réglé à l'extérieur et ça s'est retrouvé mêlé à un procès et à une cause dans lequel le chef de la police et le shérif et le juge étaient impliqués? J'ai hâte qu'on fasse la lumière là-dessus. Mais une fois de plus, cette semaine, je trouve que c'est particulièrement costaud nos échanges parce que ça implique souvent les armes à feu, ça implique souvent la violence et c'est malheureusement quelque chose qui revient nous hanter régulièrement, mais il me semble que cette semaine, j'ai pas fait le topo, là, je suis pas retourné dans chacune de nos conversations de la semaine, mais encore une fois, on parle encore d'un recours à la violence. Écoute, le New York Post que je lisais hier, une jeune fille de 15 ans qui a battu sa mère avec un Magnum 357, c'est le revolver que Clint Eastwood a dans Dirty Harry, qui s'est assise après ça dans la cuisine, qui a texté une de ses amies en disant « Hey, as-tu déjà vu ça, un cadavre? Viens voir, je viens de tuer ma mère. » Tu te demandes des fois ce qui se passe dans ce pays-là. Et là, on parlait cette semaine, Luc, toi et moi, en disant on s'inquiète si jamais Trump perd, comment vont réagir ses adeptes. Mais là, Trump commence à sentir un peu la défaite venir. Et là, il commence à se chercher qui va être le responsable de ma défaite. Ça ne peut pas être lui. Il ne peut pas être responsable de sa défaite. C'est un génie. Donc, là, il se cherche déjà des responsables de la défaite pour les prochaines élections. Et là, il pointe en direction des Juifs. Écoute, Luc, il a dit, si je perds, les Juifs, ils seront pour beaucoup. Il s'exprimait, tu sais, on l'a répété souvent depuis qu'il est entré sur la scène politique, il peut être très fort, Donald Trump, dans son style. À l'évidence, ça lui a rapporté beaucoup, puis c'est encore une élection serrée. Il n'est pas encore battu. Mais on dit souvent, donc, son style peut lui rapporter, c'est payant au plan électoral, mais il est souvent son pire ennemi. Ça a été le cas en 2020, ça a été le cas en 2022 pour les élections de mi-mandat. Aujourd'hui, il rencontre un des regroupements américains de juifs de confession, d'Américains de confession juive, pardon. Il rencontre ce groupe-là dans lequel il leur dit, et jusque-là, ça se suit. Il leur dit, écoutez, vous avez pas de raison d'aller voir chez les démocrates. Regardez ce que j'ai fait quand j'étais président. Regardez ce qu'on a, les républicains et nous, tenu comme position depuis l'attaque terroriste du Hamas, je ne comprendrais pas que vous alliez voir chez les démocrates. Bien sûr, il n'y a pas de nuance, mais ça se défend. Mais il dit ensuite que s'il perd, les Juifs devront s'accuser ou devront porter une bonne part du blâme. Voyons à l'intérieur d'une même allocution. Il dit quelque chose auquel je pense certains Juifs, pour ne pas dire beaucoup de Juifs, peuvent s'identifier. Pensons au déplacement de l'ambassade américaine. C'est un geste qui avait été très spectaculaire, sur lequel on n'est pas revenu. Si on est vraiment pro-juif, sans réserve, et qu'on appuie le gouvernement actuel,
M. Trump a laissé planer aucun doute sur son allégeance et sur son appui sans réserve à Netanyahou et à son cabinet. Mais ensuite, il dit, si je perds, ça va être de votre faute. Euh, c'est maladroit au plan politique. Ça devient très difficile de le défendre ou de le suivre quand il fait ça. Et c'est là, je pense, où je t'en ai déjà parlé, mais parce que il se confie parfois dans l'anonymat aux journalistes, mais c'est là où des proches du président de Trump, ou c'est là où encore des stratèges se grattent la tête et confient aux journalistes. Si on arrivait, s'il était ne serait-ce qu'un tout petit peu plus discipliné, on arriverait à reprendre Kamala Harris sur les thèmes les plus chauds, les plus importants de la campagne. Mais chaque fois, il y a un piège à ours qui est là, c'est évident, et Trump s'empresse de sauter dedans. Il le fait pendant le débat, et il le fait encore une fois cet après-midi. Ça signifie pas que la course est jouée, ça signifie pas qu'il perd. Mais quand tu disais, habituellement, il blâme les autres, ce genre de déclaration-là qu'il vient de faire, c'est aujourd'hui, c'est tout frais, c'est tout chaud. C'est une des choses, si j'étais un stratège et que j'avais 2 sous de colonne vertébrale, je me retournerais vers Donald Trump en disant, vous vous souvenez ce que vous avez dit à la communauté juive quand vous les avez rencontrés? Ça, c'est le genre de choses qui provoquent notre défaite. C'est ce qui vous a probablement coûté ces erreurs-là 2020. C'est ce qui a handicapé les républicains en 2022. Puis s'il perd en 2024, c'est lui qui devra regarder. Je pense qu'il est le premier responsable de ces malheurs dans la plupart des cas. Le journaliste américain Robert Ripley avait une chronique dans des milliers de journaux aux États-Unis dans les années 30-40 qui s'intitulait Believe it or not. C'était un paquet d'histoires insolites, complètement tirées par les cheveux, pigées partout à travers le monde. Je pense que notre chronique va s'appeler Believe it or not, rien que sur les États-Unis. Écoute, j'achète, on y va comme ça. Et j'ai de quoi nous nourrir et nourrir nos auditeurs, auditrices, au moins jusqu'au 5 novembre. Ben justement, parle-moi donc de Mark Robinson. Ça, c'est du Believe it or not. Écoute, accrochez-vous si vous n'êtes pas au courant de cette histoire-là. On parle d'un candidat républicain, un candidat noir républicain pour le poste de gouverneur en Caroline du Nord. La Caroline du Nord, c'est redevenu, depuis l'entrée en scène de Kamala Harris, c'est pas ce que les chiffres nous donnaient quand Joe Biden était là. Depuis que Kamala Harris est la candidate, on est au plus fort de la course, démocrates et républicains. Les républicains n'ont plus d'avantage en Caroline du Nord. Il y a même 1 ou 2 sondages, on en a beaucoup, il faut les choisir, mais il y en a même 1 ou 2 qui disent Kamala Harris a même un léger avantage, 1 point ou 2 en Caroline du Nord. Et là, tu as le candidat républicain, appuyé par Donald Trump. Donald Trump a déjà dit de ce gars-là, c'est Martin Luther King sur les stéroïdes. Semble que ça affecte le jugement si c'est pas juste la force musculaire. Donc, Robinson, dernièrement, a déclaré qu'il aimerait revenir. Il est capté en entrevue. Là, c'est une vidéo, elle est authentique. Il dit qu'il aimerait revenir à l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ça, c'est des déclarations récentes. Ce qu'on sort depuis hier, c'est qu'on a mis à jour des informations qui remontent à il y a une dizaine d'années, à peu près une douzaine d'années, à une époque où il fréquentait, semble-t-il, il était très souvent en ligne sur des sites pornographiques. Et en m'intéressant à cette histoire-là, d'ailleurs, j'ai appris quelque chose. Je ne fréquente pas ce genre de site-là, mais encore moins, il y a des forums sur les sites de pornographie où on peut échanger. J'ai jamais pensé à aller discuter de politique avec des gens sur un site porno, mais donc, et sur ce site porno, là, il a échappé ses phrases les plus spectaculaires. D'abord, il a dit qu'il était un nazi noir. Est-ce qu'il y a un mot pour décrire une phrase comme celle-là? D'abord, se reconnaître comme nazi, c'est une chose, mais un nazi noir, je sais pas, dans mes cours, ça change beaucoup la perspective, si je dois présenter ça à mes étudiants. Il a même dit qu'il aimerait un retour à l'esclavage, parce que probablement qu'ils sont retournés à l'esclavage, lui, il serait capable de s'en acheter quelques-uns. Le gars, il est noir. Oui, le gars est noir. Donc, et dans un état pivot, dans un état là où son passé va revenir le hanter. Puis les républicains en anglais, on dit le processus de vetting, là, ils ont enquêté sur ce type-là et ils le laissent se présenter. Ensuite, dans une autre thématique, il dit, moi, une des choses qui m'excite le plus quand je regarde les sites porno, c'est de regarder des trans à l'œuvre. Tous les goûts sont chacun ses goûts, comme tu dis, sauf que lui, publiquement, il prend des positions très anti-trans. Ce qu'il dit ensuite, c'est qu'il ne reconnaît absolument aucun droit ou aucune légitimité aux revendications de la communauté trans. Il a même eu des mots très, très, très durs. C'est comment on va concilier l'ensemble de tout ça et considérer malgré tout, parce qu'au moment où on se parle, il n'a pas été condamné par aucun républicain.
Comment on peut penser qu'un individu comme ça est un candidat acceptable? Il serait représentant ou sénateur, ce serait autre chose, mais là, on en parle comme gouverneur d'un État. Quelqu'un dont le principal meneur républicain, le candidat à la présidence, a dit « Je le supporte, c'est mon candidat, c'est Martin Luther King, plus. » Comment on peut penser que cette histoire-là ne va pas rejoindre ou handicaper les républicains? Quand on dit qu'ils sont leur pire ennemi, on est au coude à coude en Caroline du Nord. Donc, ça risque d'avoir, même si lui se bat pour un poste de gouverneur, ça risque d'avoir une influence. Les élections arrivent en même temps, les campagnes se déroulent en parallèle. Ça risque d'avoir des retombées aussi sur l'élection présidentielle et sur le vote qu'on va enregistrer en Caroline du Nord. Il a peut-être pas donné l'État à Kamala Harris avec ses frasques ou avec ses déclarations particulièrement controversées. Disons que ça aide pas. J'aime mieux qu'il soit dans l'autre équipe que dans la mienne si j'ai à choisir. Résumons ça comme ça. C'était la chronique Believe It or Not avec Believe It or Not. Salut. Salut, Luc. Bonne